Bonjour Philippe de Sertine, merci Bonsoir. d'être avec nous. Bonsoir à tous et à tous. Alors avant de répondre aux questions liées aux préoccupations des personnes dans la salle, est-ce qu'il y a un sujet que vous teniez absolument à aborder avec eux ? Peut-être, évidemment, j'ai écouté avec tellement d'intérêt Yannick, on a plein de convergences et peut-être une divergence. Et donc cet élément-là est peut-être pas négligeable parce qu'il peut vous concerner. C'est autour de la question de la mondialisation. Et d'ailleurs, j'ai été frappé quand même parce que Yannick, il y a un truc, c'est-à-dire qu'en même temps, tu dis mondialisation parce que tu parles de cette problématique mondiale et en même temps une organisation peut-être qui serait recentré sur nos modes de fonctionnement. Ce sujet-là, à mon avis, est fondamental. C'est-à-dire que le modèle qu'on doit proposer, c'est un modèle pour aujourd'hui 8 milliards d'humains, c'est-à-dire principalement, on va dire évidemment pour nous, pays riches, mais aussi pour les pays pauvres. À la COP26, encore à Glasgow, on a eu cette interpellation sans cesse. Ne nous parlez pas de décroissance, disent les pays pauvres. Peut-être au passage, c'est quoi un pays pauvre? C'est quoi un pays riche? Peut-être vous dites, ah oui, mais justement, il faudrait regarder qui est pauvre, qui est riche. Après tout, il y a des gens qui sont pauvres, mais en fait, ils sont riches. Non. La richesse, c'est plus de 80 ans d'espérance de vie, c'est clair. La pauvreté, c'est moins de 60 ans d'espérance de vie. Quand vous êtes aujourd'hui au Nigeria, vous avez 52 ans d'espérance de vie. Vous pouvez leur parler de décroissance, nouveaux modèles, etc. Ils disent, ok, quand on a 80 ans d'espérance de vie, comme vous. Nous avions le Premier ministre indien cette semaine qui a exactement eu ce discours, on va dire un tout petit peu en off, mais quand même, aux dirigeants du monde européen, 70 ans d'espérance de vie en Inde. Vous me direz, c'est mieux que le Nigeria, c'est beaucoup moins bien que la France. Et quand l'Inde, quand même 1,3 milliard d'humains, on a vu la carte tout à l'heure d'Yannick, évidemment, c'est un endroit où il y a la question du dérèglement climatique qui est posée. Mais 70 ans, je veux 80 ans d'espérance de vie, après on discute. Donc nous avons à apporter un modèle au monde entier. Et je crois que lorsque nous sommes en train de parler mondialisation ou démondialisation, d'abord, jamais la mondialisation n'a été aussi forte que depuis 2 ans. Vous n'aviez qu'à essayer juste d'étudier un nouveau vaccin et pas de le donner aux autres. Ah ben non, là, on a eu le même virus pour tout le monde. Et d'ailleurs, si on avait voulu le garder que pour nous, de toute façon, il y avait éventuellement un variant qui serait arrivé par l'extérieur. Donc il n'y avait pas le choix. Il fallait mondialiser immédiatement, on va dire, nos propositions. Démondialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement des mondes à l'écart. Vous avez en ce moment un président russe qui est en train de dire « je ne resterai pas à l'écart ». Et ça, c'est une réaction violente d'un pays qui a une armée. La réaction violente d'un pays qui n'a pas d'armée, c'est quoi? C'est pas la réaction du pays, c'est la réaction des gens. Si nous démondialisons, c'est simple, les pauvres vont avoir leur seule arme, mais cette arme est redoutable. Et d'ailleurs, on a parlé, Yannick a beaucoup parlé de choses qui remontaient très très loin dans l'histoire. Des peurs qu'on croyait enfouies, qu'on croyait disparues. C'est la peur d'être submergé par les migrants, en disant mais les gens, quand on avait à dire on démondialise, vous comprenez, nous on fonctionne, il faut qu'on fonctionne de façon vertueuse chez nous, on a 82 ans d'espérance de vie, qu'est-ce que vous voulez, on a de la chance. Vous, il faut que vous fassiez chez vous, vous trouvez des solutions, on vous regarde, vous savez, on vous regarde de loin. Glasgow, on était en train de discuter sur 100 milliards pour les pays pauvres. 100 milliards pour les pays pauvres. On a eu des dirigeants de grands pays qui sont venus nous voir en disant mais il y a combien de dettes actuellement sur la planète, de monnaie en circulation? Là, vous les regardez, Banque mondiale à côté dit, je crois que c'est 300 000 milliards. Oui, il y a 300 000 milliards de liquidités en circulation, vous êtes en train d'ergoter, et ils ne les ont pas. Les 100 milliards pour les pays pauvres, pour tous les pays pauvres, c'est-à-dire à peu près 4 milliards d'humains. Bon, ok, là, ça ne marche pas. C'est-à-dire, si vous êtes en train de dire, on va démondialiser, et là, on est en train de parler de problèmes très très concrets, ça y est, je suis parti, vous êtes en train de dire, il est en train d'exploser complètement son chronométrage. Là, effectivement, vous pouvez dire à nous, oui, mais on va relocaliser, est-ce qu'il faut qu'on finance, est-ce qu'il faut on aide nos industries? Vous voyez, il ne faut plus qu'on ait éventuellement de l'industrie au-delà de la Méditerranée, etc. Non, mais si on raisonne comme ça, vous inquiétez pas. On va avoir très très vite la sonnette d'alarme. La sonnette d'alarme, c'est de gens qui sont effectivement préoccupés par le dérèglement climatique, quand ils sont au Maroc, en Égypte ou un peu plus loin dans l'Afrique, mais qui disent, moi, je veux pour mes enfants juste 80 ans d'espérance de vie. Après, on va voir. Donc je crois que vraiment, quand on est en train de proposer le nouveau modèle, c'est à ça qu'il faut penser. C'est un modèle qui est nécessairement inclusif de la totalité de la planète. Et moi, j'ai adoré évidemment votre introduction, cher de président, quand vous avez parlé par exemple du Maroc, par exemple la Côte d'Ivoire. Moi, mon institut, on est hyper présent en Afrique parce que la question qui se pose demain, c'est financer là-bas le nouveau modèle. Et tant qu'à faire, le financer en commun pour qu'on fonctionne en commun. Il n'y aura pas de planète qui serait, et là pour demain, vous voyez, donc Yannick, je prends le relais, mais donc sur une approche un tout petit peu différente, il n'y aura pas de planète parcellaire. Ça n'est pas possible. Ce sera nécessairement une problématique commune. On la trouvera, la solution en commun.
ou on ne la trouvera pas. Mais ce n'est pas forcément incompatible. Il peut y avoir des économies plus locales avec cette idée de mondialisation aussi. Ce n'est pas pour ça que c'est parcellaire. Oui, ce n'est pas incompatible, mais tel qu'on le définit, c'est surtout incompatible par rapport aux pauvres, par rapport à nous. C'est-à-dire là, on est en train de dire, grosso modo, oui, vous voyez, si on relocalise, quand même, l'avantage, c'est qu'on ne dépend plus des pays pauvres. Parce que c'est quand même ça, un tout petit peu, vous voyez, en disant, ah oui, mais après, c'est pas très bon de faire venir les matériaux de chez eux vers chez nous. D'accord, ok. Mais à ton avis, ils font comment, les pays pauvres, pour avoir des ordinateurs, pour avoir des téléphones, des éléments digitaux dont ils ont absolument besoin? Ah bah là, oui, là, effectivement, il faudrait faire venir les bateaux chez eux. Ah non, mais on a dit les containers, c'était plus possible, c'était fini. Alors ils font comment? Ah bah oui, bah tant pis. Il va falloir arrêter. Il faut leur dire vraiment, vous n'avez pas de chance, quoi. Vous n'êtes pas né au bon endroit. Mais nous, effectivement, on va fonctionner entre nous. Ça n'est pas audible. Je crois vraiment que là, on est dans ce moment de changement d'époque. Donc tout ça, moi, je suis à fond, exactement sur la même base que Yannick, en disant, on est sur un changement de monde. Le changement de monde, c'est nous, les pays riches, c'est nous les industriels qui allons devoir le mener. Le mener, ça veut dire effectivement un changement d'une profondeur incroyable. Et d'ailleurs, entre parenthèses, oui, j'adore le club des grandes écoles pour la question climatique. Oui. Sauf que toutes les grandes écoles françaises et internationales, elles apprennent le monde d'avant. Je suis désolé, on apprend le management du XXe siècle. Le management du XXIe siècle ou du XXIIe siècle, ce sera totalement différent. C'est-à-dire que les enseignements que je fais, moi, à l'université, je suis frappé tous les jours combien ils sont obsolètes. Et d'ailleurs, je le dis à mes étudiants en disant, vous savez, ce qu'on vous apprend, là, c'est n'importe quoi. Mais ce qu'on vous apprend, c'est apprendre à apprendre. Alors ça les rassure en disant, ah oui, d'accord, ok, ça ne me servira pas. Quand vous allez arriver dans les boîtes, surtout, on va vous dire, vous appliquez plus ça, parce que c'est fini déjà. Mais effectivement, on fait un club en disant, ah, nous, on regarde qui c'est qui est contre le règlement climatique. Donc on met des bonnes notes, des mauvaises notes, etc. Oui, juste regarde comment tu fonctionnes chez toi. C'est assez intéressant. Bon, bref, ça c'était au passage. Je fais partie du club, donc je veux me permettre. Donc... Allez, on passe aux questions du public. Donc, une première question peut-être sur la victoire d'Emmanuel Macron. Comment les marchés, les investisseurs ont-ils réagi? Plutôt bien. Oui, enfin, oui, quand vous regardez la bourse, honnêtement, non, pas terrible, parce que dès le lendemain... Oui, mais c'est pas forcément lié à l'élection d'Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit, c'est pas corrélé. Mais bon, si vous dites ils ont réagi plutôt bien, c'est-à-dire ils ont réagi plutôt mal si on était plutôt dans la logique rétroviseur. Et je crois que dans ce changement d'époque que nous vivons, et là encore, c'est vrai, Yannick avait complètement raison, on est entre gens, on va dire, qui ont quand même plutôt bien réussi dans la vie, qui sont plutôt contents de la façon dont on vit. Alors on est inquiet le soir, on est inquiet en venant écouter une conférence, mais dès demain matin, ça ira, on aura quand même un mode de vie qui sera assez agréable. Donc là, c'est vrai qu'évidemment, on est en décalage avec une grande partie de la France. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont probablement voté pour tous les candidats dans cette salle, absolument pour tous, peut-être pas complètement quand même, donc on va quand même, faut voir, quoi. Peut-être on va voir, je vois monsieur Poutou lever la main, non, je ne vois pas quand même. Donc, bon. Donc, mais là, on doit se dire, donc on n'est pas représentant de la société française. Et je crois que la société française, on dit 9 millions de pauvres, c'est vrai, c'est-à-dire c'est des gens réellement, alors vous voyez, les pauvres, oui, ils ont quand même 80 ans d'espérance de vie en moyenne, c'est pas les pauvres du monde, mais c'est les pauvres de notre société. Et c'est des gens effectivement qui sentent, et je crois que la totalité de la population sent à quel point notre vie est en train de changer très très profondément. Tout le monde le pressent, tout le monde a bien cette idée qu'on est dans un grand virage. Enfin, un bon titre d'un bouquin, ce serait le grand basculement, vous voyez, mais bon, il est déjà pris. Mais donc, on est dans un grand virage. Et je me demande à chaque fois, mais moi, j'ai pas de chance. Jusqu'à maintenant, j'étais plutôt exclu, mais donc je vais pas y être. Le virage va m'éjecter. Et je vote en disant, si vous m'entendez pas, je vais voter pour des gens qui semblent eux m'entendre. Et ces gens qui m'entendent, sans arrêt d'ailleurs, ils parlent du passé, ils parlent avec le rétroviseur. Et effectivement, là, quand vous êtes avec le rétroviseur, vous avez avec des choses que vous connaissez. Est-ce qu'Emmanuel Macron représente complètement le regard vers l'avenir? Pas totalement, il faut être honnête, politiquement, ça marche pas de dire on va changer totalement, parce qu'effectivement là, probablement les gens voteront pas pour vous. Vous devez quand même avoir un petit coup de rétroviseur. Par exemple, aux industriels, vous dites, on va réindustrialiser la France, ça marche très très bien, ça tout le monde adore. C'est extraordinaire quand vous étiez en train de parler aux Français sur la réindustrialisation de la France. Ils voient quoi en fait? Ils voient pas des usines modernes avec des salles blanches, des robots et des choses comme ça. Les gens, la réindustrialisation, vraiment, et nous, dans les médias, on a fait les sondages pour voir, faire parler les gens. Ils voient des usines, vous voyez, avec des cheminées en briques. À l'ancienne. Oui, les gens avec la casquette qui supportent le Stade de Reims, qui est champion de France, qui a gagné la première Coupe d'Europe. Ah, c'était le bon temps. Oui,
Entre parenthèses, c'était pas tellement le bon temps quand même à l'époque, hein, on rigolait pas. Mais c'est ça la réindustrialisation qui parle aux gens. Donc là, vous êtes un peu coupable quand même. Hein. Vous êtes obligé de mettre un petit coup de rétroviseur parce que comme ça, les gens, ça les rassure. Donc oui, évidemment, Emmanuel Macron, du coup, j'ai du mal à le dire, mais donc jeune président, alors maintenant il a pris 50 plus, mais quand même le plus jeune président qu'on ait jamais élu en France. Qui regarde... qui regarde évidemment, mais quand même qui est dans une logique, on va dire, en avant, mais qui quand même est obligé d'avoir un peu la logique en arrière. Et je crois vraiment qu'il faut avoir conscience que du point de vue politique, c'est pas possible d'être totalement projeté vers l'avant. Parce que, répétons-le, les gens ont besoin de se raccrocher à quelque chose. Et du point de vue politique, si vous voulez être élu, il n'y a pas le choix, vous allez mettre un petit coup pour raccrocher vers l'arrière. 10 mai d'ailleurs, en fait, on est le 10 mai quand même. Hein. 10 mai, c'est Mitterrand, on est d'accord. C'est mort de Louis XV aussi. Très intéressant, quand vous êtes en train de changer de monde, vous voyez comment ça finit. Hein. Donc c'est bon, juste au passage, hein, c'était le clin d'œil sur la date. Mais effectivement, là, quand vous êtes en train de faire de la politique, forcément, je dirais. Donc, j'enseigne aussi un tout petit peu dans des écoles de type ingénieur, mais j'ai eu le privilège d'enseigner, d'ailleurs, j'y enseigne plus, je sais pas pourquoi, à l'ENA, l'École nationale des administrateurs. Ah bah oui, c'est parce qu'elle n'existe plus, donc c'est bonne raison. Donc, à l'ENA, vous apprenez quoi? Vous apprenez à gérer la continuité de l'État. C'est l'élément fondamental sur lequel vous devez travailler. Quand le politique est issu de l'ENA, il est fondamentalement sur la logique de continuité. Et là, évidemment, quand nous sommes dans une perspective de rupture, vous ne pouvez pas attendre ça du politique. Et c'est le problème quand même qu'on a en France, hein, c'est-à-dire Emmanuel Macron, oui, c'est un président moderne dans une France moderne, mais quand même, on le regarde un peu comme un jeune Louis XIV. Il y a quand même cette idée-là, hein, tout le temps. D'ailleurs, on a vu évidemment sa première élection, et même on l'a revu un petit peu là quand même. Hein. Nous, en France, Louis XIV, normalement, il a la solution pour tout. On lui dit, dites-nous, c'est quoi, où il faut aller. D'ailleurs, souvent, c'est la question qu'on vous pose. Oh, mais vous travaillez sur ces questions, mais qu'est-ce qu'on vous dit à l'Élysée quand vous le rencontrez? En général, on ne parle pas de ça, vous voyez, donc on parle plutôt effectivement de dette ou de finances publiques, on va dire, sur des choses très très focalisées sur l'immédiat. Par définition, l'endroit où se passe la révolution, c'est chez vous. C'est sur le terrain. Enfin, quand je dis chez vous, c'est avec les vrais gens de chez vous. Parce qu'attention, effectivement, plus vous êtes haut dans une hiérarchie, plus quand même vous avez tendance à être, on va dire, très très amoureux du système d'avant, qui vous a fait, évidemment, en haut dans l'élite. Par définition, les gens en haut ne veulent pas la révolution, par définition. Donc c'est pour ça, on vous secoue. C'était le boulot qu'on avait avec Yannick. Mais en même temps, enfin, pardon, c'est vrai, simultanément, parce que sinon vous croyez que c'est politique, mais simultanément, on sait bien quand même que ça va avoir du mal à infuser. Juste pour mémoire, quoi. François Ier à la Renaissance, il a interdit pendant 2 ans l'imprimerie. Parce qu'il disait le monde n'est pas prêt. Enfin, il disait surtout, moi je ne suis pas prêt. À voir les idées qui circulent comme ça, il interdit la modernité. Quand vous êtes au sommet, vous avez du mal à accepter la rupture. Parce qu'évidemment, la grande question que vous vous posez, comme le très pauvre tout à l'heure, le virage, il ne va pas m'éjecter moi aussi. Alors évidemment, ceux qui sont très pauvres, ils ont peur, mais ceux qui sont en haut, ils ont peur aussi. On va aborder maintenant la guerre en Ukraine, la crise ukrainienne. Quel sera, selon vous, son impact sur l'économie à moyen et long terme? Donc là, effectivement, boum, ça... Alors, c'est pas évidemment un sujet qu'on veut éluder. Je crois que bien sûr, on doit avoir l'idée. Hein, quand on disait nos jeunes, on a parlé, Yannick parlait de nos jeunes, je crois, nos jeunes à la maison. Hein, vous devez vous rendre compte quand même depuis 3 ans ce qu'ils ont pris dans la figure. On a fait, donc je suis un peu à la télévision, et la télévision essayait de regarder ce que ça voulait dire pour les jeunes gens, ce qui était en train de se passer. Et il y a eu des caméras posées dans des ménages pour regarder comment les enfants regardaient la télé. C'est un truc qui est épouvantable. Quand vous regardez, vous voyez les images. En plus, vous voyez plusieurs ménages différents, etc. Et vous voyez la tête des enfants qui prennent le drame dans la figure. Et vous voyez, et les psychologues vous disent, attention, vous allez voir, en chronométrage, c'est quasiment sûr. Tac, à un moment donné, les enfants regardent leurs parents qui regardent la télé. Et ils nous disent, ils cherchent à se rassurer. Ils cherchent à se rassurer parce qu'effectivement, la guerre, c'était quelque chose qui était tellement étranger à leur monde. Et entre parenthèses, évidemment, quand ils regardent leurs parents, ils ont encore plus peur parce qu'ils voient leurs parents qui sont totalement décomposés quand on leur parle de guerre, quand on leur parle de guerre nucléaire. Enfin, d'abord, il y a eu la crise sanitaire mondiale. Et puis maintenant la guerre. Ah oui, on a eu l'épidémie avant. Voilà, c'est-à-dire, à nos gosses, on leur a dit attention, toi, peut-être tu ne seras pas malade, mais tu vas transmettre un virus mortel à tes grands-parents. C'est ça qu'ils ont entendu, nos gosses. Vous vous rendez compte, hein? Après, on leur a dit là, on bouge plus. C'est jamais arrivé. D'ailleurs, on ne sait pas faire. Enfin, le gosse était là à côté en disant je vais plus à l'école. Au début, il dit c'est les vacances. Ah non, c'est pas les vacances, c'est un truc horrible. Là, après, bon, les enfants n'ont pas souffert de la reprise, comme nous. Nous, quand vous êtes dans les entreprises, on dit la reprise, c'était la 3e vague compliquée. La pénurie, machin. Bon, les enfants, eux, ils l'ont pas senti. Maintenant, ils ont la guerre, éventuellement la guerre nucléaire, et fin d'année,
ils vont avoir le risque de famine. C'est-à-dire là, on est effectivement dans quelque chose qui est moyenâgeux. On est avec une espèce de retour en arrière absolument terrifiant. Puis entre les deux, on leur saupoudre de rapports du GIEC en disant de toute façon la planète est foutue. Donc honnêtement, quand on disait tout à l'heure que nos gamins sont un tout petit peu déprimés, alors vraiment quand je vous dis ça, je le dis avec un peu de légèreté, mais c'est par exemple quelque chose qu'on dit aujourd'hui de plus en plus fortement dans les écoles, les collèges, les universités. On dit qu'il va falloir faire verbaliser ça, parce que ça c'est important. On voit que tous les gosses, ils sont en train de prendre des chocs comme ça, ils vous le disent pas, mais vous voyez, dans leur petit corps, leur petit cœur, leur petit cerveau de gosse, ils le prennent. Et ça, c'est en 3 ans qu'ils ont pris ces trucs-là. Hein, donc il y a vraiment quelque chose d'important. Alors oui, vous voulez absolument qu'on en parle, on va supposer qu'effectivement, les gens ici dans la salle sont plus adultes et peuvent supporter l'idée des conséquences de la guerre. Donc on est d'accord, hein, on est d'accord qu'effectivement, quand vous êtes ukrainien, quand on va vous dire, ah oui, vous savez, à Lyon, on a parlé des conséquences de la guerre. Ils vont dire, oui, il ferait bien de venir sur le terrain, ils vont voir ce que c'est les vraies conséquences. Donc on est d'accord que quand on parle d'économie, on est tout d'un coup un peu secondaire quand on évoque la question de la guerre. Mais néanmoins, ça vaut la peine évidemment de l'évoquer. Alors premier élément, bien sûr, immédiat, c'est que la guerre vient après les vagues précédentes. Quand j'ai dit les vagues précédentes, si on retourne en arrière, hein, c'est-à-dire la forte croissance qui a déréglé l'économie mondiale, une croissance incroyable qui a fait des pénuries partout. Avant la pandémie, vous allez me dire, oui, mais économiquement, la pandémie, c'est, on a décidé, il n'y avait pas le choix. Et d'ailleurs, vous avez sûrement, pour un certain nombre d'entre vous, eu à vous en féliciter. On a décidé de créer autant de monnaie qu'il en faudrait. On a dit, en France, quoi qu'il en coûte. Oui, mais quoi qu'il en coûte, ça veut dire quand même qu'il y a eu ce truc, cet épisode étrange dans le débat que vous évoquiez tout à l'heure, quand les deux candidats, le débat dans l'entre-deux tours, ont parlé des 600 milliards de dettes. Et donc le Nouvel Obs après écrivait en disant, mais est-ce qu'on se rendait compte qu'il y a eu 600 milliards de dettes, 600 milliards, mais c'est énorme en fait. Là tous les gens commençaient à dire, ah oui quand même, quoi qu'il en coûte, ah oui mais ça risque de coûter. Donc ça c'était des règlements supplémentaires qui nous met typiquement une logique d'inflation. Et puis avant, vous aviez quand même eu la crise financière. La crise financière, on l'avait un tout petit peu oublié, 2007-2008, qui était quoi? En fait, qui était un décalage entre la dette déjà, une année de nouveau mondial, à peu près 140 000 milliards de dettes en 2007 pour un PIB à 80 000 milliards. Donc il y avait beaucoup trop de monnaie, de dette. Hein. La monnaie, quand vous donnez un billet, c'est une reconnaissance de dette. Hein. Vous ne donnez pas de la richesse, vous reconnaissez une dette à la personne qui vous donne une baguette de pain. Donc beaucoup trop de dettes, beaucoup trop de monnaie par rapport à la création de richesse. Donc 2019, quand juste avant le Covid, la Banque mondiale avait réuni les grandes banques centrales en disant là ça va pas du tout. On est à 250 000 milliards, 140 000 milliards 10 ans avant, pour 92 000 milliards de PIB. C'est-à-dire que l'écart est encore plus fort. Donc on a rajouté effectivement derrière Covid, puis la reprise, puis maintenant la guerre. Donc la guerre, elle arrive sur un terrain qui est un terrain, on va dire, favorable à la déstabilisation. Et donc bien sûr, le grand mot que nous devons avoir à l'esprit, celui qu'a évoqué tout à l'heure Yannick, c'est l'inflation. L'inflation et ce qui va avec la remontée des taux. Pour ça d'ailleurs que nous, en France, on va dire notamment au sud de l'Europe, on est un tout petit peu sensible à cette problématique. Parce que quand on parle de remontée des taux, évidemment, ça inquiète beaucoup plus celui qui doit s'endetter que celui qui n'a pas de dette. Et clairement, l'Europe est répartie aujourd'hui entre les prêteurs et les emprunteurs. Et on va dire, on est plutôt du côté des emprunteurs, pour rien vous cacher. La France, premier emprunteur d'Europe, en dette publique, ça c'était un peu mon rayon, mais en dette privée aussi. On est les plus emprunteurs, la plus grosse dette européenne en termes de dette privée, que ce soit dette entreprise ou dette des ménages. Alors ça veut dire quoi? Vous allez me dire, mais inflation c'est super, hein, je me souviens, mon grand-père, il a payé le pavillon de banlieue avec l'inflation. On empruntait une fois, puis après les salaires augmentaient grâce à l'inflation, c'était formidable, on ne sentait plus la dette. Oui, ça marche si vous avez un taux fixe et que vous ne réempruntez pas. Hein. Il ne vous a pas échappé que la France, pour rembourser sa dette actuellement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle emprunte. C'est-à-dire elle n'arrive pas à créer suffisamment de richesse, sa dette ne cesse d'augmenter, donc elle emprunte pour rembourser sa dette. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que s'il y a augmentation des taux, on la prend plein fer. Donc c'est une expression de rugby, mais ça marche très bien en matière de finances aussi. Donc je vous vois moins sourire, vous avez raison, parce que quand les taux augmentent et que la dette augmente, ça veut dire que les impôts augmentent forcément. Louis XVI, juste après Louis XIV, juste après Louis XV, 10 mai 1774, il va avoir ce problème-là, ça va mal finir. Donc effectivement, on a quand même cette légère anxiété en disant, oula,
attention quand même, la conjoncture est pas bonne. Alors vous allez dire, oui, mais quand même, la dette, on la calcule pas comme ça, on la représente sur PIB. Oui, bah, la nouvelle va continuer à être mauvaise, donc il faut vraiment que vous me posiez des questions positives, parce que sinon les gens vont dire, lui, il a parlé que négativement. Ils ont pris Yannick, ils vont me prendre après, donc ça fait beaucoup. Donc, tout le monde va sortir déprimé de cette soirée. Ouais, non. Alors juste, je termine par la mauvaise nouvelle, parce qu'ils n'ont pas entendu encore. La dernière mauvaise nouvelle, c'est que la croissance est en train de baisser. Donc attention, hein, la conjoncture dans laquelle vous êtes encore aujourd'hui, vous êtes en pleine forme, vous êtes venus très très nombreux à la réunion d'aujourd'hui. Ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas eu, 3 ans, hein, je crois, qu'il n'y avait pas eu de réunion. On allait très très bien l'année dernière, une croissance de dingue qu'on n'avait jamais vécue. On a le problème de trouver de la main d'œuvre, les jeunes qui ne veulent pas venir. De toute façon, il n'y en a plus assez. Donc ça, c'est quand même embêtant, mais enfin ça va quand même. On va dire grosso modo. En plus, il y a beaucoup de liquidités, on a beaucoup de trésor, tout va bien. Bah poum, la croissance là maintenant va être très très malade cette année. Vous devez avoir conscience. Peu de croissance, inflation, remontée des taux, donc effectivement compliqué à gérer, du point de vue de l'immédiat. Alors vous voulez me demander pourquoi je suis optimiste. Des points positifs. Mais non, mais alors voilà, je suis totalement positif. Est-ce qu'il y a moyen quand même d'en trouver malgré la situation ? Mais non, il n'y a pas moyen. Moi, je suis totalement optimiste. Totalement optimiste. Parce que justement, je ne vous ai pas encore parlé de ce qui a été le sujet d'Yannick avant moi, qui vous a bien évoqué la question du dérèglement climatique. Moi, je suis totalement optimiste parce que alors là, c'est un point de détail avec lequel je n'étais pas d'accord avec Yannick, c'était sur le futur qu'il utilisait. Je pense que nous ne sommes pas dans le futur, nous sommes dans le changement de modèle. Nous sommes dans une accélération du changement de modèle absolument prodigieuse. Nous sommes dans un changement de modèle parce que d'abord, ce qui se passe sous nos yeux, ça c'est l'avantage d'être prof de fac, c'est que, bon, moi je suis prof dans une science très très molle, l'économie. Hein. J'aime beaucoup cette formule qui dit que Dieu a inventé les économistes pour que les météorologues se sentent un peu moins seuls. C'est-à-dire on peut se tromper encore plus dans les prévisions et être encore plus de mauvaise foi. Hein. C'est le cas des économistes. Bon, mais donc on va dire on est très 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 peu scientifique. En revanche, j'ai l'avantage de pouvoir rencontrer des vrais grands patrons de sciences dures, mathématiques, physique, chimie, médecine, français, européens, internationaux. Tous, sans exception. Je vous dis vraiment, c'est incroyable. Et d'ailleurs, souvent, ils nous disent, faut faire passer ce message. Quand elle est à la télé, il faut qu'on l'entende. C'est que la science est dans une accélération prodigieuse. Tous les patrons de science sur la planète vous disent, je ne pensais pas vivre ce que je vis dans ma discipline de mon vivant. Même les jeunes, les vieux, vous allez dire, bon, c'est normal, ils n'y attendaient pas. Mais les jeunes disent, c'est pareil, on ne pensait pas que la science allait évoluer à telle vitesse. Ça tombe bien. Pour changer de modèle, c'est la science qui doit être derrière. La science, elle est là. Elle nous propose un changement, ou en tout cas les outils, pour un changement extraordinaire, absolument prodigieux. On a eu, donc je reprends un oxymore comme l'a fait tout à l'heure Yannick, on a eu un événement absolument incroyable qui s'est produit il y a 2 ans, donc qui est tragique. J'ai perdu un ami du Covid, donc je le dis sans légèreté, mais Covid et confinement, c'est un événement prodigieux du point de vue de l'histoire humaine. Pourquoi ? Parce qu'on a arrêté le modèle. On l'a arrêté pendant 2 mois et on a commencé à inventer quelque chose d'autre. On ne va pas se défaire de cette expérience. On ne va pas recommencer tout comme avant. Non, c'est pas vrai. Les gens sur le terrain sont en train de dire « j'ai compris ce que voulait dire le changement de modèle ». Il n'y avait rien de préparé, c'était complètement bricolé. On a essayé de composer, etc. Néanmoins, ça a pas mal marché quand même. Hein. C'est-à-dire, il faut se souvenir, mois de mai-juin, mon copain patron de l'INSEE, il disait « moins 14% de croissance à la fin de l'année 2020 ». À la fin, on n'a eu que moins 8. C'est énorme comme différence. Pourquoi ? Parce que dès mai-juin, les entreprises ont recommencé à produire de loin, distanciel, en bougeant moins. Et donc effectivement, avec le début d'expérience de ce que ça allait être un changement de modèle total. Les gens ont commencé sur le terrain à dire mais un changement de modèle, d'ailleurs, c'est pas que négatif. On va vivre différemment. On est d'accord, ça complique tout. Il n'y a rien de prêt. Il va falloir, si on devait aller plus loin, vraiment faire des bouleversements encore plus incroyables. Cet après-midi, j'étais avec patron d'un très 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 grand groupe qui me disait ah oui mais moi je vous suis complètement. Nous ça y est, on a commencé 2 jours par semaine de télétravail. Bon, c'est une entreprise de service. Ouais, j'ai dit oui, 2 jours. Ben non, t'as pas commencé. Si c'est bien, on va t'as l'idée, mais non, tu y es pas encore. C'est-à-dire qu'on est dans un changement d'une profondeur incroyable. Vous savez que c'est comme les dessins du 19e siècle. On voyait une famille toute unie en train de rigoler, puis une famille en train de se taper dessus. Il y avait marqué en dessous, ils ont parlé de l'affaire Dreyfus. Là, maintenant, vous faites exactement le même truc et marqué, ils ont parlé du télétravail. Hein, donc, c'est à peu près ce qui va se passer, je pense, dans la salle, si on commence à évoquer ce vrai changement concret, quoi, tout d'un coup. Vous allez dire, mais nous, on est industriels. Non, c'est pas vrai, vous n'êtes pas industriels. Pour la plupart, vous êtes en train de changer, de bouleverser le modèle. En clair, vous ne proposez plus des produits. Vous proposez du service. Non, vous proposez des solutions.
Dès lors que, à vos clients, vous êtes en train de parler de solutions, ça veut dire que vous savez très bien que la production industrielle est en train de changer, que l'on propose quelque chose aux clients qui intègre la plus haute valeur ajoutée, c'est-à-dire le service. C'est-à-dire effectivement ce qui va permettre d'être au cœur de la mutation, au cœur du changement. Depuis 2 ans, on est dans une accélération prodigieuse. Nous avons la chance d'être sur un continent qui s'appelle l'Europe. En Europe, vous avez des trucs très très concrets qui se mettent en place. Et il ne faut pas rigoler avec ça, effectivement, parce que ça s'accélère. Ça s'appelle la taxonomie. Ça s'appelle par exemple une autre réglementation, alors encore moins connue que la taxonomie. Taxonomie, c'est, je dirais, le cadre général pour forcer toute la liquidité qu'on a créée pendant Covid, avant, etc., la forcer à aller dans le changement de modèle. Vous avez une autre encore plus extraordinaire qui s'appelle SFDR, hein, comme Sustainable Finance, hein, c'est-à-dire la régulation de la finance durable appliquée à l'ensemble des investisseurs. Et là, par exemple, vous avez 3 articles fondamentaux dans SFDR. Article 6, article 8, article 9. C'est les numéros qu'on va affecter aux produits financiers qui vont être proposés aujourd'hui aux épargnants. Article 6, petite preuve de développement durable. Article 8, forte preuve de développement durable. Article 9, parfaite preuve de développement durable. Mais c'est simple, si vous n'êtes pas 6, 8, 9, vous n'avez plus d'argent. C'est-à-dire que là, l'idée, le changement de modèle, il est en accélération. Ça fait 6 mois, ça fait 8 mois, donc on ne s'en est pas encore rendu compte. Enfin, quoique, on commence vraiment à mesurer. C'est-à-dire, tu y es, tu as l'argent, tu y es pas, tu n'as pas d'argent. La comptabilité extra-financière, Yannick, non, 3 comptabilités. Non, c'est fini, on est dans une seule comptabilité. La comptabilité extra-financière. Vous voulez une preuve? Vous voulez des exemples? Eh bien, vous avez le cas, par exemple, d'Orpea. Orpea, entreprise intéressante, donc je prends, parce que je me dis que j'ai bien regardé, ils ne sont pas à l'intérieur de JFEC, hein, donc je peux quand même en parler. Donc, Orpea, focalisé sur la comptabilité à l'ancienne. Je veux améliorer mon compte de résultat. Donc, puisque je ne peux pas augmenter énormément le profit, je diminue énormément les charges, quitte à supprimer un verre d'orange, etc. Enfin bon, bref, on a vu un peu les solutions qui avaient été utilisées pour améliorer légèrement la rentabilité. Mais sauf que, en fait, ce que Orpea n'avait pas mesuré, c'est pourquoi les gens investissaient. Parce que c'était une entreprise humaniste. Jusqu'alors, il y avait une petite annexe dans les comptes annuels en disant « Ah bah oui, on va faire le truc là qu'on doit dire qualitatif ». Non, c'était ça la vraie valeur. C'est-à-dire que du jour au lendemain, quand on se rend compte que la boîte est plus humaniste, la valeur est divisée par 10. Ça y est, c'est fait. La valeur des entreprises aujourd'hui, elle est déjà totalement extra-financière. Juste essayez pour voir d'avoir une valeur extra-financière très mauvaise. Ah bah vous allez voir, ça y est, c'est fini, vous n'avez plus l'argent. Là, ça y est, les banques vous disent, mais je vous dis ça fait 2 mois, 3 mois, des banquiers chevronnés qui me disent, je ne pensais pas financer une boîte, que je ne vais pas prendre son nom, mais peut-être vous la retrouvez assez facilement, qui vient de s'introduire sur le marché français, qui a toujours perdu de l'argent, donc typique, hein, comme on voyait aux États-Unis. Mais c'est incroyable en réalité, mais sauf qu'elle a un super bilan extra-financier. Et donc là, les banques ont dit, bah alors là, il n'y a aucun problème, on y va les yeux fermés. Parce qu'ils savent qu'à partir du moment où vous êtes bon là-dedans, de toute façon, ils pourront revendre. On est déjà dans la rentabilité parce qu'on est en train de représenter cet actif. Je crois qu'on doit avoir conscience, vous, dans vos industries, dans vos activités, vous devez vous rendre compte qu'on ne vous parle pas d'un futur, on vous parle du présent. Vous voulez de l'argent, vous devez démontrer ça, sinon, c'est simple, vous n'en aurez plus du tout. Et je ne vous parle pas dans 10 ans, je vous parle dans 6 mois. En revanche, vous avez ça, la valeur est en train peu à peu de migrer. Au début, elle migre sur l'actif, c'est normal. Dans les révolutions, c'est toujours comme ça que ça se passe. Ça commence par se passer au bilan et peu à peu, ça va venir au compte de résultat. Si je dois... J'ai juste 15 secondes pour faire cet exemple, Vicky. Mais si je dois prendre l'exemple de la précédente révolution industrielle, celle du début du XXe siècle, là où la France était la Silicon Valley du monde, hein, où on inventait tout en France, l'automobile, l'aéronautique, l'espace, l'électricité, c'était l'endroit où on inventait le monde du XXe siècle. Et bien à l'époque, on avait le même problème avec les populations. Les gens ne comprenaient pas de ce dont on leur parlait. Ils ne voyaient pas que c'était des nouveaux vecteurs de valeur. Qu'est-ce qu'on a fait à l'époque? Eh bien, on a utilisé exactement ce qu'on est en train de faire, quand je vous parle d'extra-financier, mesurer l'impact. C'est-à-dire un truc qui n'est pas monétaire. C'est pas monétaire, mais au moins ça parle. À l'époque, on disait quoi? Bah, tu vois, le nouveau truc qu'on vient inventer, qui s'appelle l'automobile, oui, je sais pas ce que c'est, bah, c'est comme 2 chevaux. Et là, effectivement, ça fait 10 000 ans que l'économie, elle était centrée autour du canasson. Et donc, quand on disait aux gens 2 chevaux, c'était pas leur dire quelle est la puissance, c'était pas ça à l'origine. C'est leur dire, ça vaut le prix de 2 chevaux. Ah, d'accord, je paye. 3 chevaux, waouh, ah ouais, dis donc, 3 chevaux, c'est beaucoup ça. Allez hop, je paye. Puis quand les gens ont commencé à intégrer, on leur a dit 200 chevaux. Là, évidemment, ils n'avaient jamais vu une diligence avec 200 chevaux dedans. Mais ça y est, la migration était faite. On commençait à comprendre qu'il ne fallait plus investir chez les maréchaux ferrants, mais dans les stations-service. C'était pas pareil. Là, nous sommes exactement dans ce moment-là. Ça commence juste. C'est-à-dire qu'on a de l'impact
sans arrêt, on dit mais c'est quoi votre impact développement durable? Vous regardez les 17 ODD, allez les enfants, hop, faut les regarder les uns après les autres parce qu'on va vous poser la question du point de vue financier. Si on n'a pas, c'est simple, vous n'avez pas d'argent. Mais même vos actionnaires, vous dites non mais moi il n'y a pas de problème, je suis une entreprise familiale. Non. Tes actionnaires, tes jeunes de la famille vont arriver en disant oh là, pas de développement durable. On est en train de perdre de l'argent, c'est même pas qu'ils seront éventuellement philanthropes, c'est juste qu'ils deviennent rationnels d'un point de vue économique. Si t'as pas de développement durable, ça vaut rien la boîte de grand-papa. Donc je me sauve. Donc on est vraiment dans cette évolution là qui commence juste, qui va s'accélérer de plus en plus vite. Mais je crois que ça c'est l'élément totalement positif, c'est de dire qu'on sent qu'on est avec une poussée incroyable, et cette poussée incroyable, en fait, tous les mécanismes que nous sommes en train d'évoquer tout à l'heure du point de vue péjoratif, ils deviennent mélioratifs. L'inflation, c'est génial. L'inflation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la monnaie se dévalue. Ça veut dire que la monnaie a moins d'intérêt dans le futur. Ça veut dire évidemment que quand vous êtes en train de dire j'ai de la profitabilité à 3 ans, on dit oui, la profitabilité, ça veut dire que je vais avoir des pièces de monnaie. Dans 3 ans, quand je regarderai, il n'y aura plus que du sable. L'inflation. Quand je suis une inflation à 10%, en 10 ans, ce que j'ai dans la poche, ça a disparu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je sois dans la rentabilité extra-monétaire. Extra. Pas financière, parce que ça y est, les financiers commencent à s'y mettre. C'est-à-dire que c'est ça que je vais commencer à côté. Vous voyez, le truc, moi, mes sujets de recherche, on travaille là-dessus, on est en train de regarder comment proposer de plus en plus au marché ce genre de choses. On travaille avec des grands marchés financiers, c'est pas des poètes du tout. C'est pas du tout des gens qui sont dans l'idée on va sauver la planète. Mais en revanche, ils ont bien compris le truc qui est en train de se passer. Et l'un des plus extraordinaires, alors on travaille évidemment avec Euronext, mais on a le Nasdaq. Nasdaq qui est super présent en Europe du Nord. Pourquoi? Parce que le Nasdaq, c'est le spécialiste de financer des gens qui gagnent rien dans le PNL, mais qui disent la valeur, elle se fait sur l'incorporel. Comme par hasard, ils sont là à fond dans la perspective du nouveau modèle. Je vous propose maintenant que l'on invite Olivier Blanc, qui siège au conseil du GIFEC, à nous rejoindre parce qu'il a lui aussi des questions à vous poser.